Ah, sacrifice. On est rendu fou. T'es obligé d'enseigner à distance, misère des misères. Tout ça parce qu'il y a un gouvernement actuellement qui a décidé de restreindre nos actions. C'est fort. Pensez-y, là, c'est fort. Hein, le gouvernement dit quelque chose, tout, reste tranquille, on y obéit, on consent. Une couple de personnes hein, qui ne sont pas contents, là, puis ils font des petites manifs, là. Mais même quand il y a des manifs à 100 000, des fois, ça ne fait pas grand-chose. Hein? Le gouvernement, il va rester là, puis il va continuer à prendre ses décisions. Si on change de zone, hein, puis on passe de la zone orange à la zone rouge, ben, il va y avoir des mesures restrictives. On va être obligé d'y obéir. Mon gars, il vient me voir exactement là-dessus. Il me dit, toi, là, t'es philosophe? À quoi ça ta philosophie en ce moment, là? Ça sert absolument à rien. Tu es obligé quand même d'obéir au gouvernement, puis tu fais rien. Là, il m'a pris de court. Il me dit, hey, à quoi ça te sert, ton Platon, ton Aristote, ton Hobbes, ton Locke, ton Machiavel, ton Rousseau, ton Nietzsche? Ça ne sert à rien. Là, j'ai dit, wow, gars, je vais penser à ça, puis je vais te revenir avec quelque chose qui va faire ton affaire. C'est là que j'ai décidé de faire une capsule. Une capsule pour expliquer comment le gouvernement peut se sentir aussi tout-puissant. Puis comment le gouvernement actuellement, qui se soucie tant de la santé des gens, est un gouvernement moderne par excellence et que ce gouvernement moderne est à l'image un peu de ce qu'on retrouve déjà chez des auteurs, dont un philosophe que j'aime bien, Thomas Hobbes, 17e siècle. Étant donné que des fois c'est un peu ardu tout saisir ce qu'on dit en parole, moi qui a aussi la parole assez rapide, j'ai décidé de mettre ça par diaporama. Ça va peut-être nous aider à circonscrire certains éléments de sa philosophie. Donc, première petite capsule pour introduire sa grande philosophie du Léviathan. Première chose, il faut comprendre que Hobbes, philosophe du 17e siècle, est un philosophe à l'origine du libéralisme, comme Machiavel, comme Locke. Qu'est-ce que le libéralisme? Je vais prendre ce que nous dit Catherine Audard. Qu'est-ce que le libéralisme? C'est une théorie qui définit la société bonne ou juste, celle où chacun est le meilleur juge de ses intérêts, est laissé aussi libre que possible, tant qu'il ne nuit pas à autrui et n'attente aux intérêts vitaux de personne. Il faut comprendre hein, que si j'accentue sur l'idée de ne nuire à personne et attenter aux intérêts vitaux de personne, ben actuellement, si le gouvernement agit, c'est certainement parce que les intérêts vitaux de certaines personnes semblent être en danger, qu'on y croit ou non. Alors, on va essayer de comprendre que cette idée-là, elle est déjà présente chez Hobbes, malgré qu'il ne soit pas considéré comme étant un grand libéral, lui qui était partisan hein, de l'absolutisme à son époque. Alors, il serait bien plus du côté du monarque que du côté hein, des individus qui veulent être souverains et décider pour lui-même avec tous leurs droits et libertés. Je ne porte pas le masque, c'est ce qui me tente. On voit un peu où ça peut nous mener. J'ai mis une petite peinture de Franks, Pillage d'un village 1640, qui est une peinture finalement à l'image d'une guerre qui s'est produite à cette époque, la guerre de 30 ans, et qui me semble être tout à fait dans l'esprit du livre Le Léviathan, paru en 1651 et qui pose finalement le problème de la guerre de chacun contre chacun, lorsque les gens ne sont plus capables de vivre ensemble les uns avec les autres. Qui va permettre qu'on retrouve une paix sociale?
Alors, voyons un peu comment on peut formuler le problème. D'abord, avant de vous parler du Léviathan, j'aimerais qu'on campe certaines choses, certains événements, certaines idées qu'on retrouve avant l'apparition du Léviathan et qui nous permet un peu de comprendre qu'est-ce qui a dû se produire dans l'esprit de Hobbes. D'abord, on est à une époque de grands bouleversements scientifiques, philosophiques, religieux et politiques. Et ça, c'est pas seulement le 17e siècle, c'est dès le 15e et 16e siècle, qui sont les siècles de la Renaissance, et qui vont bien sûr euh, mener à une pleine modernité au 17e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces bouleversements scientifiques, philosophiques, religieux et politiques, on va les nommer. Ce n'est pas exhaustif, il y en a plusieurs autres. Mais d'abord, les réformes protestantes. Alors, imaginez-vous à une époque où l'Église avait un pouvoir énorme sur un territoire énorme, puis faisait l'unanimité. Ben, les réformes protestantes viennent un peu contrecarrer les plans de l'Église et de saboter leur désir de pouvoir, de l'Église, du Vatican. Il va y avoir la réforme anglicane en Angleterre avec Henri VIII qui, pour certains, pour un motif qui veut déclarer nul, va tout simplement faire la rupture avec l'Église et se proclamer le chef non seulement de l'État, mais le chef spirituel de l'Angleterre. Vous avez ensuite Luther, Luther qui va lui aussi dire que l'Église, l'autorité de l'Église doit être mise en question et qu'il n'y a rien de mieux que de se confronter soi-même avec le texte biblique. Vous avez la religion calviniste aussi, qui va prendre son élan au 16e siècle. Donc, tout ça pour dire que notre manière de concevoir ce qui est bien, la manière souvent religieuse de voir ce qui est bien et ce qui est mal à cette époque-là, est bien sûr remise en question. Et il y a toute l'autorité, le pouvoir, le lien au pouvoir ici qui est en jeu. Vous avez bien sûr les grands bouleversements scientifiques, philosophiques qu'on peut voir, par exemple, avec Galilée au début du 17e siècle. Vous avez Descartes aussi, qui sont des contemporains, les deux de Hobbes. Hobbes va avoir une correspondance avec Descartes et va rencontrer même Galilée lorsqu'il va aller en Italie. Donc, Galilée, avec cette fameuse idée de la chute des corps, qu'un corps, par exemple, devrait poursuivre sa chute, peu importe, par exemple, qu'il soit plus lourd ou moins lourd. Vous avez Descartes, avec sa fameuse idée « je pense donc je suis », qui met l'individu autonome, raisonnable au cœur de sa philosophie. On va voir que Hobbes fait un peu la même chose, mais va changer un peu d'angle. On le verra à la toute fin. Vous avez la fameuse guerre de 30 ans dont on parlait tout à l'heure. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui est au cœur de la réflexion de Hobbes, parce que Hobbes va aller sur le continent européen et va certainement voir ce qui est en train de se produire. Donc, la guerre de 30 ans, 1618-1648. J'ai un petit texte ici très rapide. Je vous lis seulement ce qu'est la guerre de 30 ans pour avoir une idée. Donc, cette guerre, la première pan-européenne, fut essentiellement un conflit confessionnel et politique entre dirigeants protestants et catholiques, avec des conséquences absolument catastrophiques en termes de perte de population et de destruction matérielle. Par exemple, les terres allemandes perdirent environ un tiers de leur population d'avant-guerre, certaines régions ayant été dépeuplées à la hauteur de 90 à partir de la fin du 16e siècle. L'Europe, en particulier dans sa partie centrale, connut des conflits religieux entre d'une part les catholiques romains et d'autre part les protestants, luthériens, calvinistes et zwingliens, qui contestaient strictement le droit de l'empereur du Saint-Empire romain de décider de leur religion. On estime que près de 8 millions de personnes perdirent la vie pendant cette guerre en Europe. Donc, on peut comprendre ici que si Hobbes avait à réfléchir d'un point de vue politique,
il devait réfléchir sur comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui sont mises en danger de vie et de mort, qui sont incapables d'assurer leur propre protection. Et là, bien sûr, hein, toute sa philosophie va tourner autour de ce problème de la guerre. Pas seulement une guerre abstraite, mais une guerre qui se passe à son époque. Vous avez aussi la première révolution anglaise, 1642-1649, où Charles Ier va être décapité à la fin de son règne. Et bien sûr, ce sera Olivier Cromwell, qui, qui sera maintenant le chef de l'État. Donc, on voit ici hein, que le roi, quand on va dire, va être décapité, mais il va être décapité à un point tel qu'il n'y aura pas de successeur avant plusieurs années. Donc, ça va être après le règne de Cromwell. Alors, ce qui est important ici à comprendre dans la première révolution anglaise, c'est qu'on remet en question le pouvoir royal et ça va mener bien sûr à une guerre civile hein, où une instabilité politique peut mettre en péril aussi la population. Et vous avez à cette époque un grand événement qui va mettre fin à la guerre de 30 ans, qui sont les traités de Westphalie ou le traité de Westphalie. Il y en a eu deux, mais c'est tout simplement le même qui a été signé par les protestants dans une ville protestante et par une ville catholique, par les catholiques au même moment. Et dans ce traité de Westphalie, on voit apparaître le fameux principe de souveraineté des États qu'on connaît encore aujourd'hui avec les grandes nations qui vont se constituer jusqu'à aujourd'hui, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie par la suite, le Canada, les États-Unis, etc., avec tout le phénomène de décolonisation au 20e siècle, avec l'explosion du nombre d'États. Ben, tout ça, ça s'enracine déjà dans les traités de Westphalie où on comprend que si on veut avoir la paix, hein, la sainte paix, il faut qu'il y ait une autorité sur Terre et cette autorité, elle sera cantonnée sur un territoire pour une population donnée. Hobbes l'avait bien compris. Qu'est-ce qu'on voit ici apparaître? J'aimerais mettre l'accent sur une chose importante, me semble-t-il, c'est que tous ces événements-là nous montrent une chose, une crise certainement spirituelle, mais qui est en même temps une crise philosophique et politique. Laissons tomber pour l'instant le versant scientifique, mais qui pourrait hein, se résumer en un mot, l'idée de sécularisation. Un mot hein, qui vient de seculum, qui veut dire tout simplement siècle, hein, ce qui est temporel. À l'époque de Hobbes, un peu avant, et jusqu'à aujourd'hui, on commence à se soucier de ce qui est temporel et uniquement temporel. On comprend hein, que c'est le pouvoir temporel euh, euh, qui devra avoir le dernier mot sur la manière d'agir. L'Église, les religions pourront certainement continuer à prospérer, mais ceux qui auront le véritable pouvoir sur les corps, ce sera non pas l'Église, mais plutôt le pouvoir terrestre. Et le pouvoir terrestre s'incarnera hein, sous forme d'État, d'État-nation. Alors, cette idée hein, de sécularisation ou de laïcisation, j'aimerais hein, qu'on l'ait vraiment à l'esprit. Me semble-t-il que cette idée-là qu'on retrouve déjà chez Machiavel, hein, où on comprend que ce n'est plus la religion qui doit mener le bal, mais c'est le fameux prince hein, qui doit asseoir lui-même par ses actions son autorité sur un territoire. Alors, cette idée-là nous montre vraiment qu'on vient de faire une rupture avec tout le monde chrétien où l'Église jouait un rôle prédominant, où finalement c'était le sacré qui devait jouer un rôle jusqu'au temporel, si on veut. Alors, le terme de sécularisation, très rapidement, si on va en donner une définition, action de faire passer de la sphère religieuse à la sphère civile, publique ou laïque, et le processus de transformation des sociétés modernes qui ont cessé d'user du sacré ou religieux lorsqu'il s'est agi d'expliquer et de gérer le politique.
je tire ceci de Baudot et Perron dans le lexique de sciences politiques. Et Machiavel, bien sûr, avait déjà compris ça. Hein, souviens-toi, mon cher Hobbes, hein, je lui fais mettre ces fameux mots dans la bouche de Machiavel. Donc, qui veut faire entièrement profession d'homme de bien, il ne peut éviter sa perte parmi tant de gens qui ne sont pas gens de bien. Autrement dit, hein, on ne pourra jamais avoir hein, une sainte Église catholique qui va gérer d'une manière catholique. Hein, on pourrait dire ça de cette manière-là. Et quand on comprend bien ça, on comprend qu'il faut jouer la game du pouvoir. C'est ce qu'avait compris Machiavel. Et on pourrait dire que Hobbes, hein, il va essayer de montrer qu'est-ce que le jeu du pouvoir? Comment devra-t-il s'incarner dans nos sociétés après cette fameuse guerre de 30 ans? Alors, en ayant cette idée de sécularisation à l'esprit, cette idée hein, du passage du religieux à ce qui est temporel, on va essayer de mieux comprendre ce qu'on retrouve dans l'introduction du Léviathan, qui est la grande œuvre, l'œuvre maîtresse de ce philosophe Thomas Hobbes. Dans l'introduction du Léviathan, vous avez à gauche ici le fameux frontispice, l'image qu'on retrouvait dans l'édition parue à l'époque de Hobbes. Dans l'introduction, il dit la chose suivante. Pourquoi le Léviathan? Donc, car par l'art est créé ce grand Léviathan, appelé République ou État, en latin civitas, qui n'est rien d'autre qu'un homme artificiel, quoique d'une stature et d'une force supérieure à celle de l'homme naturel, pour la protection et la défense duquel il a été destiné. Donc, première remarque, j'aimerais qu'on attire notre attention sur la fin de la phrase. Donc, pour la protection et la défense duquel il a été destiné. Encore ici, hein, c'est l'idée encore de sécularisation où ce qui importe, ce n'est pas notre vie après la mort, notre âme, mais bien plutôt ce qu'il advient de notre corps qui vit et qui ne veut pas mourir. Donc, toute l'idée hein, derrière ça, c'est l'idée de la conservation de soi. Et bien sûr, l'État va jouer le rôle majeur pour que chacun puisse se conserver. Voyez le lien, bien sûr, avec notre gouvernement actuellement et le gouvernement de plein de pays hein, qui veillent à notre propre conservation et qui limitent l'action des gens dans la mesure où on pense qu'elles mettent en péril certaines personnes. Donc, encore une fois, ça montre toute l'idée de sécularisation, de l'importance de notre vie sur Terre, du temporel plutôt que du spirituel. Mais pourquoi le Léviathan? Pourquoi appelle-t-il ça le Léviathan? La première chose, c'est que le Léviathan est une référence à l'Ancien Testament, au livre de Job, où on retrouve hein, le mythe d'un monstre terrifiant qu'on appelle le Léviathan. Il faut comprendre ici hein, qu'il ne prend pas ça pour montrer qu'il tient un propos religieux. Il le prend surtout pour une métaphore. Hein, c'est une métaphore ici de l'État parce qu'il symbolise un monstre terrifiant. Et il va revenir souvent sur cette idée hein, que ce monstre-là, il fait peur parce qu'il peut te condamner si tu ne respectes pas hein, les lois de l'État. Donc, il inspire crainte et il inspire aussi le respect des consignes sanitaires, en l'occurrence. Vous avez aussi un élément, j'ai mis la flèche, vous voyez sur le frontispice, il y a une petite phrase en latin, qui est une phrase tirée du livre de Job et qui signifie la chose suivante. Il n'est sur terre aucune puissance qui lui soit comparable. C'est en latin, sur le frontispice. Donc, encore une fois, pensez à la sécularisation. Ici, Dieu hein, a beau avoir créé la nature, hein, ce que ne conteste pas Hobbes, à partir du moment où la nature est créée, que l'homme est à l'intérieur de la nature, l'homme est libre de son propre mouvement
et de son propre mouvement, il pourra, par un art, créer un monstre tout-puissant pour assurer sa protection. Et bien sûr, hein, c'est sur Terre hein, que ça va se passer. Hein, c'est pas tant Dieu qui intervient sur Terre que c'est l'homme sur Terre, indépendant, tout à fait libre, qui va avoir l'occasion de créer ce fameux état. Encore une fois, passage du spirituel vers le temporel, et le temporel va finir par s'accaparer le pouvoir, la toute-puissance, ce qu'on dirait aujourd'hui la souveraineté. Alors, comment fait-on pour mieux comprendre cette idée? D'abord, j'aimerais attirer votre attention sur euh, l'individualisme qu'on retrouve au sein de la philosophie de Hobbes. Ce qui est plutôt paradoxal parce que finalement, on va se retrouver avec un État tout-puissant qui va limiter la liberté individuelle. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que pour Hobbes, qui est tout à fait un moderne, va montrer que tout part de l'individu et que l'individu, finalement, est séparé des autres et il n'est pas d'abord dans un contexte social. D'où l'idée d'un postulat, hein, du postulat de l'individu contre une autre idée qu'on retrouve dans l'Antiquité de la nature politique de l'homme, comme si l'homme était naturellement un être politique. Et c'est une idée qu'on retrouve chez Aristote. Je vais me permettre une petite lecture de ce passage hein, qu'on retrouve dans Aristote, les politiques. Il dit la chose suivante. Il est manifeste à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. Alors, soit finalement que c'est un Dieu hein, qui n'a pas besoin d'être avec les autres, ou finalement c'est un être qui est complètement déchu hein, parce qu'il n'est pas auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès de ses concitoyens. Car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu du trictrac, un jeu à l'époque. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Donc, l'homme est un animal politique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a le langage, hein, avec des notions du juste, de l'injuste, c'est ce qu'il va dire Aristote. Donc, bref, hein, pour que l'humain puisse s'accomplir, pour que sa nature puisse s'accomplir parfaitement, l'homme hein, va être avec sa famille, puis après ça, va être avec sa tribu, puis après ça, il va finir par être dans une cité où on va finir par choisir hein, ce qui est juste, ce qui est injuste, hein, puis on va avoir des lois, puis tout ça, mais tout ça, hein, c'est pas quelque chose qui est artificiel, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans l'homme parce que c'est ce qui permet à l'homme d'atteindre hein, tout son épanouissement. Alors, Hobbes est contre ça. Donc, va essayer de montrer que l'homme, la nature de l'homme, ses passions même, hein, qui sont à l'intérieur de lui, hein, c'est certainement pas ce qui le pousse à être avec les autres. Si on prend l'homme individuellement, l'homme est plutôt asocial. C'est ce qu'on retrouve dans Le Citoyen, un texte publié avant le Léviathan. Je vous en lis une petite partie. Il va dire, les Grecs disent hein, un zoon politikon, un animal politique. Et sur ces fondements, il parle des anciens, les anciens édifient une doctrine civile comme si la préservation de la paix et le gouvernement de tout le genre humain n'exigeaient rien d'autre sinon que les hommes s'accordent sur certains pactes et sur certaines clauses qu'ils appellent citeaux des lois. Or, cet axiome, bien qu'il soit admis par le plus grand nombre, est faux et c'est une erreur qui provient d'une observation trop superficielle de la nature humaine. C'est la nature humaine où l'homme est fondamentalement égoïste, lié à ses propres penchants naturels et où il est toujours au centre du monde. C'est ça l'individualisme. C'est ça finalement qui prime sur la nature sociale de l'homme. Et là, il va donner un exemple plus loin. Je la donne parce qu'elle est croustillante.
Il va parler à de party, COVID party. Hein? On fait des parties, puis là, on pense qu'on est des êtres sociales parce qu'on a tant besoin de voir les autres. Et là, il va dire ceci. Si c'est pour le plaisir et pour se divertir, chacun se réjouit en général le plus de ce qui, en provoquant le rire, pourrait lui permettre, conformément à la nature du risible, de se sentir plus estimable en comparaison du déshonneur ou de la faiblesse d'autrui. Et même, si cela reste parfois inoffensif et courtois, il est pourtant manifeste qu'ils s'apprécient non pas tant pour leur société que pour leur propre gloire. Pas le plaisir d'être avec les autres, c'est le plaisir que finalement, ça me donne quelque chose. Moi, tout l'égoïsme qui est à l'arrière, individualisme. Au reste, la plupart du temps, dans ce genre de réunion, les absents sont critiqués, leur vie entière, leurs paroles, leurs faits et gestes sont examinés, jugés, condamnés et tournés en dérision. Pensez aux réseaux sociaux actuellement. Et cela sans épargner les participants eux-mêmes qui subissent le même sort dès qu'ils ont quitté l'Assemblée, de sorte qu'ils n'avaient assurément pas pris une résolution absurde, celui qui avait pour l'habitude de quitter la partie le dernier. Donc, on a beau se réunir les uns avec les autres, souvent, on a toujours une dent contre quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, c'est un grand spectacle. L'homme est asocial, l'homme est égoïste. Et bien sûr, si l'homme est fondamentalement égoïste et lié par ses penchants naturels, il y aura cette fameuse guerre de chacun contre chacun, qui est la fameuse thèse de Hobbes qu'on retrouve au 13e chapitre du Léviathan. On verra ça dans le détail dans une autre capsule pour ce qui est du chapitre 13, mais je me contente encore de l'introduction. Parce que l'introduction, c'est l'idée du rôle de l'État. Pourquoi on a besoin d'un gouvernement? Alors, qu'est-ce qu'il va dire notre cher Hobbes? Il va dire d'abord que l'État, dans cette fameuse introduction, est un homme artificiel, un automate. Il va faire cette comparaison avec les automates de son époque, comme une montre finalement, qui agit avec des ressorts, puis que le principe du mouvement est à l'intérieur. C'est ce que dit l'introduction. Ben, la nature est autonome, c'est ce qu'on appelle le mécanisme galiléen qui apparaît à son époque. Il est bien au courant de ça. Donc, la nature a beau être créée par Dieu, une fois que la nature est présente, ben, elle est autonome aussi. Puis là, l'homme lui-même, à l'intérieur de ça, il y a un principe de mouvement à l'intérieur de l'homme qui le pousse à agir. Ce sont ses passions. Ben, ça, l'homme lui-même, comme individu, est autonome. Puis l'homme, parce qu'il a peur de mourir, puis qui est toujours en guerre avec les autres, ben, on va avoir besoin de créer un artifice. Donc, ce n'est pas naturel. On va avoir besoin d'un art, d'un artifice. Puis, on va créer un autre homme artificiel, le tout-puissant. C'est l'image du frontispice, une sorte d'homme de plus grande stature, qui va être un automate, c'est-à-dire capable d'agir par lui-même, parce qu'il va être bien ordonné. Alors, c'est un être structuré, c'est ce qu'il va dire, avec une âme, une sorte de souveraineté qui le met en mouvement pour la préservation des citoyens, avec des jointures, des nerfs. Donc, vous avez l'épée à la limite, qui symbolise par exemple la force armée, la police. Puis vous avez l'âme, bien sûr, c'est par exemple celui qui est souverain, puis par son gouvernement qui va imposer certaines lois. Puis bien sûr, il va avoir le bras armé qui va sévir lorsque quelqu'un n'obéit pas à la loi. Puis celui qui va subir le châtiment, c'est comme l'individu qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire, comme quand on touche du feu et qu'on ne devait pas faire ça, bien là, on va ressentir la douleur parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Donc, bien sûr, c'est un homme artificiel très bien structuré, puis c'est ce dont on a besoin pour survivre. Donc, pour être en sécurité, plutôt. Alors, c'est un être séculier. Ça, c'est intéressant. C'est un être séculier ou temporel qui vit dans le monde. Comment il vit dans le monde? Ça, c'est très intéressant, on y reviendra. L'État, d'abord, dit-il, naît par le contrat social, il dit par un pacte. Les hommes consentent à être gouvernés pour leur propre préservation. Mais aussi,
s'il naît, il peut aussi mourir. Donc, l'État peut mourir lorsqu'il y a une guerre civile. Plus il y a un non-respect des lois ou des mesures sanitaires, comme aujourd'hui, hein, plus on risque de s'amener tranquillement vers une guerre civile. On n'ira jamais jusque-là, on en a bien conscience. Hein, mais l'idée est que si le gouvernement montre une très grande autorité, puis que la population n'est pas prête à subir ça, qu'elle se sent lésée dans sa capacité même de jouir de la vie, ben là, l'État peut être renversé. Et bien sûr, ça peut être la guerre civile. On pense non pas au Canada ici, mais pensez plutôt à des guerres civiles comme la Syrie, comme ce qu'on retrouve par exemple au Yémen, comme ce qu'on retrouve par exemple au Congo. Ce sont tous des endroits où la guerre civile a sévi et sévit encore. La fonction, on l'a dit à plusieurs reprises, la protection du peuple. On a besoin de l'État. Hein, pourquoi? Parce qu'on est asocial. Puis étant donné qu'on est asocial, bon, on se fait la guerre les uns les autres. Puis là, paradoxalement, ça nous met en péril. Pour pouvoir survivre, parce que le plus important, c'est la vie sur Terre temporelle, on a besoin d'un État qui va assurer la survie de tous et chacun, qui va nous mettre en sécurité. Pour terminer, on voit un peu où on s'en va avec ça. L'État tout-puissant, l'État souverain, peut se poser la question, ben, pourquoi on en a tant besoin? Pourquoi a-t-on besoin de cette protection toute puissante? Pourquoi je ne peux pas agir, moi, par moi-même? Puis pourquoi je suis toujours oublié d'avoir un gouvernement ou d'avoir quelqu'un au-dessus qui commande et qui nous impose quelque chose? Cette fameuse question, hein, ça fait penser à cette idée qu'on retrouve chez les anarchistes de tout horizon. Euh, Pourquoi finalement on a besoin d'un d'un État ou d'un gouvernant ou d'un pouvoir au-dessus de nous pour nous ordonner. L'idée serait que ce serait beaucoup mieux hein, d'avoir un ordre sans le pouvoir, hein, sans un pouvoir au-dessus de nous qui nous écrase. Actuellement, hein, pour certains, on est écrasé par le gouvernement de M. Legault, par exemple, et son bras droit, M. Arruda, à la santé publique, hein, qui va s'aider de Mme Guilbeault pour pouvoir hein, euh, mettre les gens le plus dociles possible. Moi, Mme Guilbeault, hein, qui a fait sa renommée. Alors, Hobbes nous le dit, c'est très simple. Pourquoi on a besoin de cette protection? On l'a dit un peu parce qu'il était asocial, mais il nous dit ceci dans l'introduction, et ça va clore hein, ce que nous avions à dire dans cette première capsule. Le précepte qui vient de nommer, c'est lis en toi-même. Lis pas les philosophes anciens, lis plutôt en toi-même. Lis pas Aristote qui dit qu'on est un être social, lis en toi-même. Bon, le précepte nous enseigne que par la similitude des pensées et des passions d'un homme et celles d'un autre homme, quiconque regarde en soi-même et considère ce qu'il fait quand il pense, opine, raisonne, espère, craint et sur quel principe, lira de cette façon et saura quelles sont les pensées et les passions de tous les autres hommes dans des situations semblables. Or, pour Hobbes, l'homme est un être qui se met en mouvement en fonction de ses désirs, de ses passions, de ses intérêts individuels. Et si chacun ne fait qu'agir en fonction de ses intérêts individuels pour sa propre liberté individuelle, nécessairement pour Hobbes, ça nous mène à une situation de guerre civile ou de chaos, ce qu'il appelle l'état de nature. Autrement dit, si on comprend bien le système de Hobbes, c'est un système bâti sur la compréhension de la nature de l'homme, une compréhension fort pessimiste. On ne dira pas tant une conception que l'homme est méchant, pas tant qu'il est méchant, que plutôt que l'homme, hein, ben, il est constitué de telle sorte hein, qu'il ne pense qu'à ses intérêts d'abord et avant tout. Et pour cette raison-là, hein, il devra trouver un artifice pour se protéger.
Et cette protection-là, ce sera l'État, avec un gouvernement qui veille à notre protection. Et ça pourrait expliquer la raison pour laquelle, actuellement, il y a un gouvernement qui donne des mesures sanitaires, qui nous restreint, qui pourra même restreindre énormément nos libertés, et tout ça pour assurer ce qu'il y a de plus précieux, la vie humaine. Merci.